Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec un jeu qu'on a beaucoup attendu. On est content. Ah oui, On est content. On a salivé sur ce jeu, il s'agit de Mythic Battle Ragnarok, la nouvelle version de la série des Mythic Battle que vous connaissez forcément puisqu'on en a parlé assez régulièrement dans nos formats Kickstarter. Et vous voyez derrière moi des boîtes, dans mon étagère, ce sont toutes mes boîtes, donc je suis ce jeu depuis un moment. Mais je ne suis pas le plus grand spécialiste, puisque vous le voyez sur la chaîne, on présente énormément de jeux, j'ai assez peu de temps pour y jouer. J'ai tenu à m'entourer de spécialistes qui connaissent le jeu sur le bout des doigts et qui vont vous en parler beaucoup mieux que moi. Il s'agit de Jérôme. Bonjour. Et de Jube. Hello. Mythic Battle, c'est un jeu qui revient sur Kickstarter dans une version nordique cette fois-ci. Ah oui. Cette fois-ci, oui, fini les dieux grecs, maintenant c'est les vikings qui sont à l'honneur. Donc on a des personnages très connus, Thor, Loki, Freya et Elle. Très belle figurine. Vous voyez les figurines en résine que nous ont envoyé l'éditeur en partenariat avec qui nous réalisons cette vidéo. Donc un grand merci à lui, ça nous permet de vous le montrer beaucoup mieux. Et on va donc partir à l'aventure, le pont du Bifrost s'est effondré, les dieux vont s'affronter dans le royaume d'Asgard, nous allons assister à ces combats mythiques et nous allons vous présenter le jeu. Alors cette vidéo va être découpée en plusieurs parties, on va revenir sur l'histoire de Mythic Battle dans une première partie. On va vous expliquer très rapidement les mécaniques et les sensations de jeu, puisqu'on fera une deuxième vidéo où on va jouer vraiment à Mythic Battle Ragnarok. On va prendre beaucoup plus de temps, donc vous verrez les détails de la partie dans cette seconde vidéo. Et nous allons évidemment nous attarder sur les nouveautés, puisque c'est un jeu qui arrive sur Kickstarter, que vous allez pouvoir pledger. J'ai ressorti ma grosse boîte de Mythic Battle Panthéon, la première qu'on a reçue suite au premier Kickstarter. Mais c'est pas la première fois qu'on voyait ce titre. Non. Mythic Battle, c'est un jeu qu'on a eu en France, c'était déjà un jeu de Benoît Vogt, et qui était publié à l'époque, il me semble, par Yellow en France. Alors c'était Play and Win, ça devait être distribué par Yellow, c'était en 2012. Moi j'y ai joué, j'ai fait la campagne, j'ai commencé l'extension. Mais il y avait beaucoup moins de figurines. Si Alors je me souviens bien. c'était original, c'était un jeu de figurines sans figurines. C'est-à-dire qu'on avait des plateaux plus petits, des maps plus petites que ça, et puis on n'avait pas ces magnifiques figurines, c'était des jetons. Par contre, il y avait l'essence d'un jeu de figurines, à savoir la pioche qui sert à activer. Donc ça c'est un aspect du jeu qui a été conservé et puis qui est très pratique, c'est-à-dire qu'un personnage va venir avec plusieurs cartes, chaque joueur va faire sa pioche et puis on va jouer des cartes de sa main. Oui, et c'est très important d'insister là-dessus parce qu'en fait ça vous donne une très bonne idée. Si vous ne connaissez pas encore Mythic Battle, ça donne une bonne idée de comment fonctionne le jeu. Ces figurines, elles ont donné un ton particulier au jeu qu'on achète aujourd'hui, mais la base mécanique, c'est un deck de cartes que l'on compose en mélangeant les cartes de différentes figurines. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que certaines figurines ou unités vont venir avec, par exemple, 3 cartes d'activation, d'autres avec 4, d'autres avec 5. Donc on peut voir des figurines beaucoup plus teigneuses, beaucoup plus nerveuses, beaucoup plus rapides, qui vont s'activer plus souvent que les autres. Il y avait aussi déjà les fameuses cartes Art de la guerre, Ouais. qui sont les cartes qui vont permettre de déclencher les pouvoirs spéciaux des dieux, de faire venir des renforts, etc. Et également d'influer sur notre pioche, c'est-à-dire que c'est un jeu qui a l'avantage, disons le moteur a l'avantage de permettre d'avoir de la maîtrise sur le hasard de la pioche. Du coup, on va pas utiliser une carte art de la guerre pour aller piocher une carte particulière, pour piocher plus de cartes, mais les cartes art de la guerre c'est une ressource, donc va pas falloir tout cramer dès le début parce qu'on va se retrouver gros gens comme devant pour la suite de la partie. Et donc on compose un deck au début de la partie, on va mélanger ces différentes cartes et selon leur arrivée, il va falloir s'adapter. Donc il y a une part d'opportunisme, il y a une part aussi de stratégie parce qu'on connaît les cartes qui sont dans notre deck, donc on sait si on ne les a pas en main qu'elles vont arriver juste après, donc il va falloir préparer les choses. Cet aspect stratégique, il parle aussi aux amateurs de jeux de plateau dont je fais partie, parce que moi je suis pas du tout un joueur de jeux de figurines à la base. Je suis plus un joueur de jeux de plateau, mais je me retrouve complètement dans ce système de cartes et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas hésité à suivre les précédentes campagnes. Une autre des petites originalités de Mythic Battle au départ, c'était son système de combat. C'était à base de dés, c'est des dés spéciaux, enfin il y a une phase qui est vierge, une phase, et après c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est un combat qui se fait en 2 temps. On va faire un premier assaut, on va lancer un certain nombre de dés, on va conserver, on va écarter les phases blanches et on va mettre de côté les 5 parce qu'on va pouvoir les relancer lors du deuxième assaut. Mais les autres dés ne sont pas forcément perdus parce qu'on peut décider d'en sacrifier un pour augmenter la valeur d'un autre dé jusqu'à arriver à 5.
Et le but étant d'égaler une défense. Donc, voilà. comme pour la pioche, où avec les cartes Art de la guerre, on va pouvoir avoir un certain contrôle, une maîtrise, l'utilisation des dés fait qu'on va pas juste lancer les dés et dire j'ai pas fait de 6. On va pouvoir utiliser certains dés, soit en se disant je m'en garde certains en réserve pour augmenter, sécuriser mes résultats, ou alors non, j'essaie de faire le maximum de 5 et de tout relancer, quitte à ne pas pouvoir remodifier mes dés. Donc il y a une part de prise de risque, et puis on fait un petit peu de stats. C'est pas toujours évident, c'est pas juste je lance mes dés. Donc de ce côté-là, on a aussi du contrôle, avec encore de la gestion de ressources, nos dés, qu'est-ce que j'en fais, et c'est vraiment très intéressant. C'est un jeu de figurines moderne, cet aspect de dés, de gestion, ça apporte une modernité à ce type de jeu. Troisième point, je pense, qui est resté un peu de ce jeu, c'était que les personnages, à plus ils se prenaient des points de vie, à moins ils étaient forts. Donc on avait une sorte de dégressivité des statistiques qui était vraiment intéressante. Dans la version initiale, en fait, chaque personnage, ses caractéristiques étaient sur une carte, et il avait plusieurs cartes. Et quand il perdait des dégâts, on prenait la carte suivante, et puis on effeuillait comme ça jusqu'à ce que il soit tout plus très frétillant. Ça a évolué. Ça a évolué, c'est plus un paquet de cartes, et dès Mythic Battle Panthéon, ils ont amené ce système de dashboard où on va avoir les caractéristiques correspondant aux différents niveaux de bonne santé. Et puis ça va décroître au fur et à mesure, et on n'a qu'à lire dans la ligne les caractéristiques, et puis chacune des caractéristiques est rappelée en haut de ce petit guide, à savoir l'attaque, la défense, le tir, le déplacement, et puis les pouvoirs spéciaux et les points de vie à la fin. Et l'éditeur à l'époque nous en a parlé, nous l'a vraiment mis en avant comme un élément innovant. C'est juste ce petit bout de plastique, mais c'est vraiment le cas en réalité, parce que quand on est joueur et qu'on trouve un système qui d'un seul coup est très pratique à utiliser, très agréable en partie, parce qu'on a tous les éléments sous les yeux sans avoir à faire des manipulations complexes, ce sont des éléments qui peut-être sont moins impressionnantes qu'une figurine très très bien sculptée, mais qui nous parlent énormément. Moi, il y a un aspect qui me plaît tout particulièrement, parce que j'aime bien cette mécanique, c'est qu'on peut drafter au début de la partie, choisir ses personnages en fonction d'un certain nombre de points qu'on va dépenser, puisqu'il y a des héros qui valent plus que d'autres. Et cet aspect-là, on commence à jouer avant de se retrouver sur le plateau à poser ses figurines. Oui, c'est un aspect mais très important, parce qu'il y a le draft et le contre-draft, donc on a un certain nombre de cartes qui sont disponibles avec plusieurs dieux, plusieurs monstres, plusieurs héros, plusieurs troupes. Alors, il est quand même déconseillé de mettre la totalité d'un all-in de Mythic Battle Panthéon, parce qu'il faut 2 tables de ping-pong pour tout aligner, c'est très très long. Donc c'est bien d'avoir un petit peu circonscrit le choix. Et c'est vraiment très intéressant, puisque chacun son tour, on va choisir quelque chose, en commençant par le dieu, puis après on pioche. Donc il faut en permanence essayer de faire des synergies pour que ça fonctionne bien, et puis essayer de contrer ce que l'autre va prendre, parce que s'il prend ça, plus ça, plus ça, il va peut-être pouvoir faire quelque chose de très très fort. Mais on peut également y jouer en campagne. On n'est pas obligé de faire un draft uniquement de figurines au début de la partie. Oui. Chaque boîte propose une ou plusieurs campagnes plus ou moins longues. Des scénarios où le contenu est fixé, puisque c'est thématisé. On reprend une partie de la mythologie, un événement particulier. Et puis, quelquefois, il y en a plusieurs qui vont s'enchaîner, et puis de la réussite de l'une va dépendre les conditions de départ de l'autre. Donc ça, c'est quelque chose qu'on avait dans Mythic Battle Panthéon, et qui sera également présent dans Mythic Battle Ragnarok. Monolith nous a dit qu'ils avaient passé beaucoup de temps sur la source, la matière des légendes nordiques, donc ils veulent mettre ça en avant et bien le rendre, pour qu'on se sente impliqué dans l'histoire. Avec des scénarios qui peuvent se jouer à 2, mais on aura aussi la possibilité de jouer à 3. Oui. Et en solo ? Et à 4. Ça, je ne sais pas. Je ne pense pas. Un des gros points forts de ces rééditions sous format avec des figurines, c'est l'introduction des plateaux de jeu. Oui. Parce qu'avant, c'était un système de quadrillage, c'était assez basique. Là, on a déjà des très belles illustrations avec des zones qui épousent harmonieusement les décors. Donc ça, c'est un plateau de jeu de Ragnarok. Voilà. Et puis, il y a beaucoup d'ergonomie. Il y a des petites icônes qui vont rappeler quel type de terrain c'est, donc faire référence à quelques petites règles spéciales. Il y a les notions des frontières aussi qui est importante. Il y a des frontières qu'on ne va pas pouvoir traverser, d'autres qui peuvent bloquer la ligne de vue, etc. Et ça, c'est vraiment
pour un jeu de figurines, c'est un gros plus de ne pas perdre de temps à mesurer les distances de déplacement. Dans chaque zone, il y a ce petit picto avec le nombre maximum de figurines qui peuvent s'y trouver, et puis autour un logo. Et on peut très rapidement retrouver quels sont les effets sur les déplacements, sur les tirs, sur ce qu'on se prend quand on est dedans. L'aide de jeu est quand même, voilà, il y a tout synthétisé, pratique, voilà, c'est pratique. Et puis je vais insister dessus, il y a plein d'éléments effectivement, parce que c'est un jeu de figurines, donc on va avoir des traits qui sont différents en fonction des personnages que l'on va jouer. Mais c'est pas complexe, on n'est pas perdu, c'est vraiment le type de jeu qui permet d'initier des joueurs aux figurines et aux interactions qu'on peut avoir dans ce genre de mécanique. Et ce qui va être vraiment super avec Ragnarok, c'est qu'on va pouvoir se faire affronter 2 panthéons différents. Ah, parce qu'on peut jouer entre le panthéon grec et le panthéon nordique. Bah oui, c'est tout l'intérêt d'ailleurs. Mais historiquement, ça s'est produit ? Oh, probablement, oui. Oui, il y a eu des événements, des vidéos. C'est pas tout documenté. On n'a pas trouvé toutes les sources. Mais... voilà. La mythologie nordique est maintenant bien connue puisqu'il y a plein de personnages, il y a plein d'éléments qui sont rentrés dans des domaines geeks divers et variés. Les séries Marvel, on a parlé de Thor notamment, qui est un personnage de Loki que l'on retrouve dans les super-héros. Il y a la série Vikings aussi, qui a été très populaire, qui nous a présenté Ragnar Lodbrok. Il y a la série The Last Kingdom également, qui reprend un petit peu la présence des Danois en Angleterre, donc où on retrouve aussi ce genre de civilisation. Mais parfois les auteurs s'autorisent des petites différences par rapport à la mythologie réelle, ce qui s'est vraiment passé dans l'histoire viking. La mythologie réelle, comme on l'appelle. Mais là, ils sont vraiment, Monolith s'est concentré sur cette fameuse mythologie réelle, et il est revenu aux sources, donc on va avoir une vision qui est un petit peu différente. C'est vrai qu'il y a des gens qui seront peut-être un petit peu surpris du parti pris graphique, et puis des arbres généalogiques qui vont un petit peu être différents de ce qu'on a dans Marvel, et puis aussi des choses à laquelle on est un petit peu moins habitué, parce que le premier opus, c'était le panthéon grec slash romain, et c'est des choses que nous, on a plus étudié, parce qu'on nous en parle à l'école, pour peu qu'on ait fait des langues mortes, ça fait partie de l'enseignement. En histoire, on le voit un petit peu aussi, alors que tout ce qui va être un peu nordique, scandinave, c'est plus éloigné pour nous, Français. Moi, en tant que Wittberg, je connais très très bien toute cette mythologie, et je suis content de la retrouver. Donc, un parti pris graphique, et puis quelque chose qui sera présenté dans le lore, dans le background, avec un artbook qui viendra reprendre les illustrations superbes, et puis viendra amener beaucoup de détails, et puis de contexte mythologique réel. Comme on dit. Voilà. Mais moi, je suis très content qu'il y ait cet artbook, parce que je n'y connais absolument rien en mythologie nordique, et je me dis que je vais apprendre plein de choses. Sur la table, vous voyez le contenu de la boîte de base. On a quelques plateaux ici qui vont nous servir à vivre nos aventures. Nous avons les règles, nous avons les dashboards, les cartes, les dés, et évidemment ce sur quoi on regarde plus en détail à chaque fois, parce que forcément les experts sont très attirés par les différentes figurines. Ces dieux nordiques. Oui, alors ici on a le contenu de la boîte de base, et ça correspond au contenu de la boîte de base de Mythic Battle. On a tendance à l'oublier parce qu'au cours de la campagne, elle s'est enrichie de très nombreux stretch goals, donc il y a eu beaucoup de monde qui est venu l'enrichir avec pour Mythic Battle Panthéon. Pour Mythic Battle Panthéon. Là, on a quand même disons, bon espoir qu'elle s'étoffe un petit peu, mais bon, ça dépendra du succès de la campagne. C'est possible. Mais là, si vous voulez, il y a les mêmes, en termes de quantité, d'effectifs, c'est exactement le même nombre de dieux, de troupes, de monstres, de héros que dans la boîte de Mythic Battle Panthéon. C'est le même format, c'est le même format de boîte, donc on va retrouver à peu près la même offre. Ce qu'on a en plus, c'est les éléments 3D de décor, les arbres et les stèles. Oui. Ça, c'est bien. Elles étaient en carton avant, là, elles sont repassées en plastique. Il y avait une boîte de décor optionnelle, mais là, ce sera dans la boîte de base. On rappelle que ça a une importance, la présence sur le plateau, parce que ces éléments, certains personnages peuvent les prendre et les balancer sur les autres. Voilà, c'est une compétence qui le permet. Donc, savoir qu'il y a 1, 2 ou 3 arbres ou pas du tout, quelquefois c'est un changement, puisqu'il y a des héros et des dieux qui aiment bien balancer ça à la tête des autres.
comme dans Mythic Battle, vous voyez une vraie différence de taille entre les dieux, qu'on voit ici en arrière-plan, qui sont assez imposants, Oui. et puis les troupes qu'on a devant. Ouais. Ouais. C'était un aspect visuel vraiment très fort dans Mythic Battle Panthéon, c'est-à-dire d'avoir des dieux qui marchent au milieu des mortels, des hommes, mais quand ils sont au milieu, quand même, on les voit de loin, on les Oui. reconnaît, il y a vraiment cette différence de taille. D'ailleurs, on avait des personnages encore plus grands que ceux-là. Oui, et alors oui, d'ailleurs, il y en avait un qui avait été présenté lors de la précédente campagne, on pouvait acheter donc Ymir, Voilà. ce gros géant du froid primordial. Je mets un dieu à côté, vous voyez la Voilà. différence de taille. Donc il était de classe, on va dire, immense. Hein, c'était l'équivalent des titans qu'on avait eu dans Mythic Battle Panthéon. Il y en avait un qui avait été rendu disponible en stretch goal dans la boîte de base. Et puis par la suite, il y a une boîte donc on voit ici qui est présente avec 4 énormes figurines, les 4 titans. Donc là pour l'instant il y a Ymir, on sait qu'il est là, et puis on connaît Monolith pour savoir qu'ils vont pas laisser un titan s'ennuyer tout seul, quoi. Donc nul doute qu'il y aura des gens pour aller avec, et puis c'est vrai que s'ils ont l'occasion de pouvoir jouer à la belote, Mais ça, voilà, on sait ne- pas, mais on le sait voilà, pas encore. on sait pas. On sait pas. Alors on va s'attarder sur les différents héros, avec quoi on va jouer dans cette boîte de base de Mythic Battle Ragnarok. Alors il y en a une un petit peu particulière parce que bon déjà elle est belle, elle est... Elle a quelques lances en travers du corps. Oui, mais c'est prévu, c'est bon, elle vit bien avec. Donc c'est Gulveig, et en fait, elle a une importance dans le lore, dans la mythologie, et également, elle a été beaucoup mise en avant dans le background du jeu. C'est-à-dire que c'est une magicienne, et elle va elle va être à la base d'un conflit entre les deux familles de dieux, avec les Vannes et les As. Donc elle a été très bien rendue là, graphiquement, et elle a un profil assez intéressant. Et puis surtout, elle est puissante, hein. C'est un héros qui vaut 5 points. Donc il y en avait assez peu dans Mythic Battle. Il y avait par exemple Bellérophon sur Pégase. Donc c'était vraiment une figurine très puissante. Là, le fait qu'elle soit à 5 points, ça montre, ça Un montre dieu une est à certaine 6 puissance. points généralement. Donc ça Voilà, peut- et les héros, on a tout tendance à les voir entre 4 pour les forts, 3 points, voilà. Ici, c'est Brunhilde. C'est Brunhilde Ouais, qui est donc une très forte. combattante, mais alors vraiment avec un profil guerrier très impressionnant. Ouais. On a Lagertha. Qui est en deux exemplaires. Alors, Il y a on a deux vu dans notre figurines. boîte de prototype qu'il y avait 2 exemplaires. Un où elle brandit un bouclier, et où elle brandit une tête tranchée. Alors, je ne sais pas s'il y aura les 2 exemplaires dans la boîte. On ne sait pas. Là, on était surpris. On a la chance d'avoir un prototype Ouais. avec des figurines en résine, donc c'est pas tout à fait les mêmes que celles qui arriveront, parce que forcément ce ne sera pas le même matériel, mais c'est un peu plus fragile surtout la résine, donc on fait Ouais. très attention. On a également Sigurd en tant que héros. Et puis, le dernier de nos héros, ça va être Beowulf. Oui, Voilà. qui est bien Qui est- connu Qui est également. connu, Ouais, de qui a nom une connu. très belle posture. Hein. Donc là, il est tout seul, mais sur les artworks, on voit qu'il est en train de se défendre contre quelque chose de très gros. Donc la figure est très dynamique et ça en fait un personnage intéressant. Peut-être qu'on pourrait jouer avec dans peu de temps. Avant de conclure cette vidéo sur la campagne, on va revenir sur les nouveautés que l'on trouve dans la boîte, les nouveautés mécaniques notamment. Alors, l'éditeur du jeu a beaucoup insisté sur le fait qu'ils n'ont pas revu de fond en comble tous les systèmes de jeu, parce que c'est un jeu qui fonctionne très bien, Mythic Battle Panthéon, et qui a un équilibre qui est assez fin, donc le but c'était de ne pas transformer le jeu, mais on a quand même quelques éléments qui viennent se rajouter, quelques mots-clés supplémentaires. Ouais, Ouais. c'est-à-dire que ceux qui connaissent déjà Mythic Battle Panthéon, ils seront pas perdus puisque 90% des règles, des compétences, c'est la même chose. Par contre, il y a un petit peu de nouveauté et puis ça va un petit peu donner une saveur Oui. différente. Comme on disait, il y a un petit peu moins de profil de tireur, donc on sent qu'on va aller un petit peu plus au punch. Et il y a un changement de taille, c'est-à-dire que là, on n'a plus des Omphalos à récupérer. Donc c'est une des conditions de victoire, oui. voilà, que le dieu, notre titan, en absorbe 4. Mais également, quand on les a, on pouvait les utiliser, les Omphalos, pour soigner, régénérer des points de vie à notre dieu. Parce qu'une autre condition de victoire, c'est tuer le dieu adverse. Donc on voyait bien l'utilité de se soigner. Là maintenant, c'est plus le cas. Donc déjà, ce sont des runes.
elles vont ressembler à ça, hein, donc c'est différent visuellement. Et puis, ça n'a plus le même effet, c'est-à-dire qu'on ne peut plus s'en servir pour se soigner. Par contre, on peut les utiliser pour avoir un bonus de combat, c'est-à-dire lancer plus de dés d'attaque quand on va aller taper sur quelqu'un en face. Et ça, c'est une modification très importante parce que pas mal de joueurs gagnaient en utilisant les omphalos, en les aspirant. Et là, cette fois-ci, le combat sera peut-être un petit peu plus mis en avant. Ben, et la condition de victoire de surtout, détruire le duel ça va être adverse. plus offensif, puisque ça Ouais. va permettre de taper plus, et surtout, on n'a plus cette possibilité de se soigner. Donc ça va être voilà, plus offensif, ce qui correspond bien avec l'image qu'on a un petit peu voilà, de la mythologie nordique. Donc ça, c'est un changement radical. Il y a également un changement en ce qui concerne les maps. C'est-à-dire qu'il y a certains types de zones qui disparaissent, et puis il y en a d'autres qui apparaissent. En particulier, il y a une zone qui s'appelle Source Divine, où quand on va rentrer à l'intérieur, on va gagner un petit bonus aléatoire. Voilà, donc ça c'est quelque chose d'un peu neuf, mais on va perdre certaines, par exemple les crevasses ne sont plus là. Il y a les zones polaires. Il y a les zones polaires qui avaient été introduites avec Ymir et qui vont avoir une importance particulière, puisque quand on est dans une zone polaire, on perd un point de vie au début de son activation, et on ne peut plus utiliser un certain nombre de ses capacités. Et on a maintenant une nouvelle mécanique sur les ascensions. Oui, pour monter sur les positions surélevées, avant, il fallait avoir le trait escalade. La compétence, La compétence Ou alors, escalade. si on n'avait pas escalade, on ne pouvait pas. Voilà. Ce qui était un peu bloquant. Ce qui pouvait être bloquant. Et alors que là, au prix d'une action complexe, on va pouvoir... si on commence adjacent au rocher ou à la case sur laquelle on veut monter, on va pouvoir y aller. Voilà, donc les hauteurs ne sont plus réservées uniquement à les gens qui avaient escalade, et puis comme les Amazones qui montaient, et puis qui étaient en position pour tirer des flèches. Ça tombe bien, on a des bonus quand on est au-dessus et qu'on tire. Donc maintenant, on pourra y aller au prix d'une action complexe, mais ceux qui ont escalade auront quand même un petit bonus, ils auront plus en défense. C'est-à-dire que l'action n'est plus réservée, mais du coup, on a revalorisé cette compétence, parce que quand même, on escalade mieux que n'importe qui. Oui, puis ça permet de varier un peu les figurines. Là, on parle aux experts qui connaissent déjà le jeu, mais on reviendra sur tous ces éléments dans la seconde vidéo, dans laquelle nous allons jouer au jeu, donc vous allez pouvoir voir les actions directement dans notre partie. Nous avons également quelques mots-clés supplémentaires. Alors, avant, déjà, il y a un autre changement de taille, c'est-à-dire qu'avant, les troupes, les unités de troupes, ça a toujours été un point. Oui. Et puis, en fait, quand elles meurent, en fait, un dieu peut la rappeler, hein, il peut ramener à lui des troupes mortes, il les ramène à son contact. Là, maintenant, on va pouvoir améliorer ces troupes avec des petits attachements qui sont des jarls. Oui. Alors, les jarls, ça va être représenté par une carte, il n'y aura pas une figurine en plus. Ça évitera de prendre beaucoup plus de place. Voilà. Et ça va donner un pouvoir à la troupe à laquelle elle est liée. Donc ça va permettre, quand on va drafter, quand on va faire son armée, des choix supplémentaires, et puis on va pouvoir thématiser une unité pour la rendre plus résistante ou alors plus agressive, et ça va permettre des nouvelles combos. Et puis donc avec quelques cartes, on multiplie encore les possibilités. On parle des nouveaux traits, des nouvelles compétences. Ouais. Donc il y en a 3 nouvelles. Il y a la compétence Berserker qui permet de taper 2 fois, mais on va se blesser un petit peu, donc on va prendre un point de vie à la fin. Donc bien thématique, et ça tombe bien, il y a des troupes qui sont des Berserkirs, donc qui je pense l'auront. Éclaireur, on en avait déjà parlé. Éclaireur, on en a parlé, ça va permettre de se placer dès le début de la partie sur le terrain, alors que c'est quelque chose qui était réservé uniquement aux troupes depuis la V1.5, pour que ça accélère un petit peu la mise en place. Et puis on en a une 3e, qui est terreur, c'est-à-dire qu'une figurine terrifiante, ce sera plus difficile, on aura un malus pour l'attaquer au corps à corps. Et on ne retrouve plus Phalange, qui Phalange était a disparu. Très méditerranéen, on va dire. Oui, ça correspond moins au dieu nordique. Et puis on a une compétence qui est modifiée, c'est-à-dire qu'il y avait tueur de monstres qui existait, on avait un bonus pour taper des monstres. Là maintenant on peut avoir tueur de dieux, tueur de troupes, tueur de monstres, tueur de héros, tueur de titans. C'est une petite variation intéressante. J'ai ressorti la grosse boîte de Mythic Battle Ragnarok que nous avons reçue, nous, pour vous présenter le jeu, mais que vous allez pouvoir pledger puisqu'une campagne Kickstarter va se lancer le 5 avril. Vous aurez la possibilité de pledger et vous allez avoir une offre qui est
varié comme d'habitude avec Monolith, avec une boîte principale, probablement quelques add-ons. Oui, alors on n'en sait pas grand-chose, et tout l'intérêt aussi de participer aux campagnes, c'est de découvrir un peu on va avoir des surprises. Alors nous, on a quelques petites infos, mais... Oui, on en sait peut-être trop, donc il faut faire Voilà. attention à ce qu'on dit. Mais on ne sait pas Ouais. tout. Après, il y a des visuels qu'on a pu voir qu'il y a dans le livret de règles, donc il est possible qu'on aura une espèce de gros géant du feu, puisqu'il a sa photo là. Il y a un visuel avec Odin monté sur son cheval à 8 pattes qui Ça- s'est promené. ça, Alors, on ne sait pas. oui, mais vu qu'il y a un visuel, peut-être que voilà. il y Mais a c'est des toujours choses le qui jeu, vont, en fait, avec qui vont Monolith. arriver. On voit des éléments, il y a des images qui circulent sur les différents sites. Il y a un jeu de piste aussi entre les différents acteurs, les influenceurs aussi parfois qui en révèlent un peu trop. Et vous arrivez très vite à reconstituer les offres qui seront annoncées et qui créent un storytelling. On adore suivre ce type de campagne parce qu'on découvre des choses tous les jours. Après, ce qui a été annoncé quand même par Monolith, c'était de ne pas refaire une campagne pléthorique comme Mythic Oui. Battle Panthéon, parce que c'était monté jusqu'à $600 à l'époque. Ouais. Il y avait beaucoup de boîtes, comme on peut les voir. Là, ils ont annoncé vouloir se maintenir à quelque chose d'un petit peu plus contenu, même si on en veut beaucoup, donc il faut satisfaire tout le monde. Et ils avaient annoncé rester au niveau du all-in de Batman. Donc si on lit entre les lignes, on peut penser aux alentours de 300 pour un all-in pour cette campagne. Oui, et c'est un prix qui paraît élevé, mais pour ce type de jeu, on a envie d'avoir un minimum de figurines quand même pour pouvoir y jouer. C'est une approche qui est devenue assez classique maintenant. Sachant que, comme toujours, on n'est pas obligé de tout prendre, et Bien que, sûr. comme dans la plupart des campagnes, le pledge de base reste le meilleur investissement avec les stretch goals, mais que le côté complétiste, parfois, fait qu'on va avoir envie de tout prendre. Mais il y aura un Pledge Manager qui restera ouvert, à mon avis, 4-5 mois, donc Oui. on pourra aussi étaler notre dépense. On peut aussi dire que ceux qui ont raté Mythic Battle Panthéon et sont intéressés par le Panthéon grec auront l'opportunité de retrouver, alors peut-être pas toute la campagne, mais quand même pas mal de choses, et puis de pouvoir le prendre au Pledge Manager, un petit peu telle chose. Monolith a dit qu'il voulait écouter un petit peu les envies des gens, donc c'est pour ça qu'il y a eu des sondages qui avaient été lancés auxquels les gens pouvaient dire ce qu'ils espéraient trouver, qu'ils avaient raté et qu'ils voulaient trouver dans le Pledge Manager. Ça, c'est un des intérêts des campagnes, puisque effectivement, les gens réagissent beaucoup sur les forums, dans les discussions. On aura donc une grosse boîte comme ça, sans doute une deuxième boîte avec les stretch goals. Peut-être. Voilà, Peut-être, on l'espère. Peut-être une boîte pour ranger aussi. Ah, ça, oui, C'est ça vrai que c'est un c'est sujet. pratique, il y en avait une très pratique dans la première campagne, on pouvait tout ranger. Je crois qu'ils aimeraient bien quand même, si J'ai cru c'est possible. comprendre que la storage box, elle pourrait arriver éventuellement, mais ça on le découvrira, et vous le découvrirez en suivant la campagne, qui sera donc proposée sur Kickstarter à partir du 5 avril. Oui. C'est très bientôt. Et nous, on vous donne rendez-vous donc pour une deuxième vidéo dans laquelle, cette fois-ci, on va prendre un petit peu plus de temps, parce que là, cette vidéo aussi était assez rapide. Il s'agissait de vous montrer ce qui allait arriver et de vous faire découvrir, si vous ne connaissiez pas encore Mythic Battle. On va se retrouver, on va faire une partie de Mythic Battle Ragnarok. Bagarre.